Vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on a tout bien fait? Non. Et au bout de 7 ans, est-ce que les gens, ils n'ont pas envie de vous mettre un coup de pied aux fesses? Oui. Ce sera la faute de personne le soir du deuxième tour. Ce sera la responsabilité des Français. C'est pas un pari, c'est une confiance. C'est que je dis, les gens ne sont pas des idiots. Je l'ai fait parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus juste dans une démocratie que la confiance dans le peuple. Est-ce que la bataille n'est pas perdue d'avance? Est-ce que c'est pas juste de la com? Avec les réseaux sociaux, l'émotion est plus forte que l'argument. Dans ces bulles cognitives, c'est celui qui est le plus radical qui tire les autres. La question, c'est qui gouverne? Moi, ce qui m'inquiète avec le projet du Rassemblement National et le projet de LFI, c'est que ce sont des projets qui ne sont pas financés. Entre la bien-pensance et l'intolérance, il y a le réel. Et je crois que les Françaises et les Français, ils veulent vivre ensemble. Alors sur quoi vous vous engagez si ça passe? Qu'est-ce qui va changer? Big time. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Apprendre. Je vais pas pouvoir manger, je vais m'étouffer, je vais avaler une Choc-à-Pic, je vais mourir en direct, les gens. Alors j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Génération Do It Yourself, qui vont le découvrir avec cet épisode. À vous tous, je voudrais vous dire bienvenue. Je voudrais aussi vous expliquer que je suis ni journaliste, ni analyste politique. Je suis un Français normal, comme 68 millions d'autres, et je viens avec des questions simples et sans filtre normal, ouais. pour comprendre. Je peux vous demander 1900. Présentez, Monsieur le Président. Oui, je m'appelle Emmanuel Macron. Je suis né le 21 décembre 1977 à Amiens. J'ai grandi dans une famille... mes parents sont dans la retraite, mais médecins à l'hôpital. J'ai eu une enfance très heureuse, une scolarité à Amiens. Je suis parti d'Amiens ensuite pour aller à Paris, faire des études supérieures. Et ensuite... D'accord que les médecins, il y a beaucoup de psychopathes dans les médecins. Non, c'est juste pour information. Je suis devenu haut fonctionnaire. Je suis rentré au ministère des Finances, en ayant fait à la fois de l'économie, de la philosophie et l'ENA. Ensuite, je suis allé dans le secteur privé, à la Banque Rothschild, où j'ai fait des fusions-acquisitions. Et je me suis toujours intéressé, depuis même avant tout cela, à la chose publique. Et je me suis engagé dans la campagne de François Hollande à ses côtés. Je suis donc devenu un de ses collaborateurs en 2012, quand il a été élu président de la République. J'ai fait ça pendant 2 ans à l'Élysée, que j'ai connu dans cette vie-là. Je suis ensuite parti, puis j'ai été rappelé pour être ministre de l'économie et de l'industrie et du numérique. C'était à l'été 2014. Non mais les gens, vous nous dites Zawa Talk, c'est complaisant. Mais quand même, la div de charisme, on en parle ou pas? Le fait aussi qu'il lui a imposé un casque me fait rire. Nous, on est là, Mélenchon, on va lui mettre des micro-cravates pour qu'il soit heureux. Là, c'est le président, il lui a mis un casque. Comme j'avais envie de changer les choses et que je ne me retrouvais pas totalement dans les lignes qui étaient en place, j'ai monté un parti qui s'appelait En Marche en avril 2016. Puis j'ai démissionné du gouvernement et je me suis lancé dans la campagne présidentielle. Et depuis 2017, je suis président de la République. Et ça veut dire que là, il est en mode podcast, qu'il a un retour audio. Et du coup, le fait qu'il parle comme ça, c'est vraiment parce qu'il se kiffe, quoi. Il s'entend parler et il a l'impression d'avoir que c'est intéressant. Vous y avez toujours cru quand vous avez lancé En Marche? Vous vous êtes dit à un Merci. moment, je vais être président de la République, ou on se dit, bon, j'essaye, et puis on verra. Mais qui se dit ça? J'essaye et on verra. J'ai toujours cru aux idées, à ce que je poussais. Après, quand j'ai lancé En Marche, je ne pensais pas aller à la présidentielle tout de suite. Mais j'ai cru dans les idées que je proposais, dans le fait que le système était bloqué et qu'il fallait faire quelque chose d'autre. Ouais, complètement. J'y donnais beaucoup de mon temps, de mon énergie, comme depuis 7 ans. Parce qu'à côté de ce parcours, je dirais, officiel d'études et de travail, je suis marié depuis 2007. Mais ça fait plus longtemps que je connais mon épouse, Brigitte. J'ai aussi, par elle et grâce à elle, 3 grands-enfants et 7 petits-enfants. Waouh, c'est vraiment... Tout est Bresson, hein. Le passage dans les banques, l'ENA, En Marche, pour des idées, sa femme, tout est Bresson, hein. C'est une dinguerie, hein. Vous l'avez débloqué, le système? Il y a des choses que j'ai réussi, d'autres non. Je crois qu'on l'a débloqué sur le plan économique. Quand je dis on a réussi quelque chose, c'est pas un homme ou une équipe et c'est pas que le gouvernement, c'est que le pays a bougé aussi, c'est culturellement il était prêt. Mais je crois que ça, oui, on a réussi à réindustrialiser le pays, on a réussi à recréer des emplois. Et ce qui bloquait d'ailleurs le système là-dessus pour moi, c'est que beaucoup de gens avaient des objectifs, mais ils n'étaient pas prêts à prendre les risques politiques qui permettaient d'arriver vers ces objectifs. C'est-à-dire, par exemple, des gens de gauche et de droite pouvaient se dire on est pour la réindustrialisation, mais les mêmes n'assumaient pas d'avoir des impôts qui étaient compétitifs pour pouvoir réindustrialiser ou de faire les réformes sur le marché du travail. Et parfois, pour avoir un objectif qui est bon pour tout le monde, il faut passer par des réformes qui sont impopulaires à un moment donné. Waouh, en fait, ça, c'est intéressant parce que vous voyez pourquoi il plaît Macron à tous les start-upers. C'est qu'il est en mode, ouais, j'ai changé la manière. En fait, il est en mode, j'ai vraiment créé la Startup Nation, quoi.
J'ai changé la manière de penser des gens. Voilà. Et c'est grâce à nos réformes sur le travail que du coup, aujourd'hui, on a pu faire éclore plein de nouveaux trucs. Par contre, je serais pas plus humble, plus modéré, plus lucide sur le fait que je pense qu'on n'a pas totalement débloqué encore culturellement les choses. Je pense qu'un de mes Voilà. Trop de gauche, la France. regrets aujourd'hui, c'est de se dire que sur les sujets d'émancipation, les choses sont encore très bloquées dans la société. Il y a encore beaucoup de discrimination, beaucoup de blocages. Ouais. À quel niveau l'émancipation? Avoir une société qui est plus juste et qui permet de reconnaître les mérites de chacun. Mais qu'il s'agisse en fait, de s'occuper de nos compatriotes qui viennent de familles qui sont en difficulté, donc en fait l'inégalité sociale, de répondre à la question aussi de l'assignation à résidence quand vous venez d'une famille qui est de telle ou telle origine, et donc la question de l'intégration, l'égalité des genres aussi. Toutes ces choses-là font qu'on n'est pas une société où au fond, vous avez une vraie égalité des chances. Encore, je ne dis pas que la société parfaite existe. Mais si on regarde la France, objectivement, on est une société qui corrige beaucoup les inégalités. En fait, à la fin, on est plutôt plus égalitaire que beaucoup d'autres pays au monde. Ah bah oui, bah d'accord. Mais oui, bravo. On est plus égalitaire que l'Iran. Plus égalitaire que la Corée du Nord. Ok, mais les inégalités sociales, t'es sûr Macron, tu vas aller sur ça? Il y croit vraiment, vous pensez? Moi, je pense que oui. Ça, je pense qu'il y croit. Parce que c'est son truc, en gros, c'est que sa vision de gauche sociale, c'est il faut donner l'égalité à tout le monde de pouvoir traverser la rue et se payer un costard, quoi. C'est ça un peu. On le corrige par beaucoup de prestations sociales, par la fiscalité, mais on ne la prévient pas assez, cette inégalité. On ne corrige pas assez l'inégalité de départ. Et c'est ça qui nourrit beaucoup le sentiment, en particulier dans les quartiers populaires, aussi dans les campagnes, de se dire, moi, j'ai pas la même chance que quelqu'un qui est né là, ou qui est né avec tel nom, ou qui est né avec tel pédigré. Oui. Ça, je l'ai pas totalement débloqué, il faut être clair. Parce qu'il y a un aspect culturel, parce que peut-être qu'on n'a pas mis assez le paquet sur la lutte contre les discriminations, le testing, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est dans l'ombre. Le testing et la lutte contre les discriminations, mais genre, ouais, quelque chose dans l'ombre, genre l'islamophobie, par exemple. C'est ce qu'on fait avec l'école, ça prend une génération. Mais ça, il faut le poursuivre, elle est beaucoup plus forte. Non, genre... C'est trop triggerisant de regarder ce truc. Je vous jure, c'est trop triggerisant. C'est vraiment... Il prend que les pires exemples. Tu sais, il aurait pu essayer un autre truc. Il va dire bientôt, non mais on a une chose qu'on a réussi à préserver. C'est l'hôpital. Ça, je suis très fier, on a réussi à le préserver. Alors attendez, le premier de la classe. Attendez, je vais regarder ça, ça va être énervant. Je dois reboucler deux choses qu'on a dit depuis le début. Une qui était vraiment dans l'entame de cet épisode. Ça parlait d'école, mais je sens que ça allait trop nous énerver. Best in class. Et puis là, on vient sur l'éducation. Vous avez un parcours de best in class. Je veux dire, je disais factuel tout à l'heure en tant que président de la République et homme politique. Mais parle français, fils de pute! Ah vraiment, on est à place publique. Ça, j'ai demandé pour vous à des gens qui étaient dans les négociations pour le programme, et je leur ai demandé, est-ce que c'est vrai que Clémence Guettet prenait le seum quand ils utilisaient le wording place publique? Et on m'a confirmé que c'est 100% vrai et qu'elle avait trop le seum, et que c'est 100% vrai qu'il parle vraiment avec un mot anglais une fois sur deux. Voilà. Je voulais juste vous préciser cette information parce que moi, ça m'a donné beaucoup de plaisir quand j'ai pu avoir. Vous étiez ici tout à l'heure avec mon associé Laurent. On fait de la communication. Moi, je me dis, en tant que professionnel de la communication, ça vous coûte. Il y a un petit côté... J'ai fact-checké pour vous. C'est le premier de la classe qu'on n'a pas envie d'aimer. Moi, j'aime bien les premiers de la classe. Je me suis toujours bien entendu avec eux, mais j'ai l'impression... Ah oui, bah oui, tu m'étonnes, sale suceur. Pardon. Pas hautain, je vous crois pas hautain. Peut-être des gens... Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a un paquet de gens qui pensent que je suis hautain, ça je vous rassure. Non, mais je vois bien, après il y a l'image, elle se forme, elle se déforme, elle se décontextualise avec le système des réseaux sociaux, des petites capsules. Bon. Les réseaux sociaux, des petites capsules. Mais comment... ce gars, c'est quoi sa vie? Bah en vrai, j'ai pas toujours été un premier de la classe. Donc on est troisième à Henri IV ou Elena, ça va. Non, mais j'ai eu des moments où j'ai très bien réussi, des moments où j'ai pas réussi. Après, attendez, il y a être premier de la classe et il y a être premier de la classe parce que tu couches avec la prof. En vrai, c'est pas la même chose. Désolé, on a le droit de penser qu'il y a tricherie, non? Slut shaming, bah, c'est pas toujours vrai. Parfois, le mari ou la femme peut être compétente, mais je me permets un doute. On a le droit d'avoir le doute dans l'esprit. Le cliché est parfois vrai. Je pense pour ma famille, l'école, c'était important.
Et après, moi, j'ai toujours, ça m'a pas coûté de travailler. Je crois que c'était Michel Petrucciani, quand il disait, vous avez du talent en piano, il disait non, c'est juste que moi, quand je passe 3 heures au piano, j'ai l'impression de passer une demi-heure. Et celui qui a pas de talent, quand il a passé une demi-heure, il a l'impression d'avoir passé 3 heures. C'est vrai pour beaucoup de choses de la vie. Quand on dit qu'on a un talent pour quelque chose, c'est peut-être qu'on a des capacités, mais surtout, on le répète. Et moi, l'école, c'était un peu ça. Et ma grand-mère a beaucoup compté pour moi, elle m'a beaucoup appris. Et en fait, ma relation avec ma Ta grand-mère? Non, pardon, j'arrête. grand-mère, c'est comme elle était avant enseignante. Ah, sa grand-mère enseignante! Non, les gens, là, c'est freudien, là. Là, c'est freudien. Mais après, moi, quand je suis jeune, lycéen qui arrive à Paris, j'ai pédalé sévère. J'ai jamais réussi à rentrer à l'école normale supérieure, malgré mes tentatives. Et donc, j'étais moins dedans que les copains. Et moi, j'ai vécu, quand je suis arrivé à Paris, le sentiment de devenir d'un autre monde. Oui, je l'ai vécu aussi, oui. Et donc, je débarquais. Allez, Et je crois qu'il m'énerve plus que Macron, le mec. C'est bizarre. Normalement, tu mets Macron dans une pièce et c'est censé être le gars le plus énervant de la pièce, on est d'accord. Mais là, je sais pas, il est fort. Hein. Et j'étais le... Le plouc, non? Le plouc. En fait, ça que j'adore, c'est que là où c'est des ploucs, c'est dans leur imaginaire de start-upper. Là. Ça les rend ploucs. Ouais, Amiens, c'est plus grand que Cherbourg, mais mais d'abord un peu, puis on n'a pas les codes. Ouais. Et surtout, moi, j'étais le meilleur de l'équipe. C'est un peu ça, quand on change de division, vous voyez. Moi, j'étais le meilleur en National 1, puis d'un seul coup, on m'envoie dans la Ligue des Champions, et là, je vois plus une balle. Et donc ça vous remet en question quand vous êtes tout seul à 16 ans. Ça va, ça c'est une bonne métaphore. Et après, j'ai frayé mon chemin, et en fait, c'est plein de hasards et de rencontres de gens qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont tendu la main et qui m'ont... Mais moi, j'ai jamais voulu faire l'ENA avant de rentrer 1 an ou 2 ans avant de passer le concours. Et donc, c'est beaucoup de hasard de la vie. En fait, c'est ça que je trouve fou, c'est qu'au final, moi, ça, j'y crois. Au fait que quand t'es un des meilleurs élèves d'Amiens et que t'arrives à Paris, t'es dans un autre game et du coup, d'un coup, t'es plus forcément le meilleur. Ça, j'y crois. Mais ce qui m'énerve dans son sous-entendu, c'est que du coup, il a un truc de ouais, j'en ai chié. Ouais, mais attends. Ok, c'est pas tous les gars d'Amiens qui peuvent arriver à Paris et se faire une place, mais t'étais déjà dans une position hyper privilégiée quand même pour y arriver. En fait, c'est-à-dire que si c'était difficile pour Macron, le fils de médecin premier de la classe, imaginez comment ça peut être dur pour des gens à la situation. En fait, c'est ça que je comprends pas dans leur vision à eux. C'est qu'ils sont en mode ah, c'est un peu dur, mais j'ai réussi. Ouais, mais t'étais peut-être sur l'axe faible, mais t'étais encore au bout du truc où tu peux passer, quoi. C'est-à-dire que du coup, si toi, tu sens que même pour toi, c'est chaud, alors que tu as beaucoup de privilèges, tu dois forcément nécessairement penser au fait que du coup, derrière toi, bah, il y a énormément de monde encore et que eux, ils passeront pas. Mais en fait, c'est ça, moi, je trouve que quand tu réfléchis à c'est quoi le mérite, c'est quoi le succès et tout, moi, je pense qu'on a tous une forme d'échelle dans laquelle qu'on peut grimper un peu. Mais sauf que quand ton échelle, c'est d'être Bernard Arnault, bah, tu peux potentiellement devenir milliardaire. Alors que par contre, quand tu n'es pauvre, il va te falloir, même avec énormément de chance, énormément de succès, tu peux potentiellement aller devenir quoi, millionnaire? Ça veut dire qu'à la fin de ta vie, t'auras même pas le capital de départ qu'a eu dès la naissance Bernard Arnault. Donc en fait, je suis désolé, mais l'échelle n'est pas la même en fait. Et il y a des choses que tu pourras jamais faire, tu pourras jamais monter aussi haut que quelqu'un qui a commencé haut en fait. Après, tu peux évidemment quand même par rapport à d'autres relativement, je pense, un petit peu évoluer dans la vie. Mais ce qui m'énerve, c'est ils invisibilisent le fait qu'il y a un mur derrière eux en fait. Et c'est ça que je trouve terrifiant. Je suis bien sorti de l'ENA parce que j'étais bon en stage. Moi, j'étais pas le meilleur dans les notes, mais j'étais bon en stage. Donc j'ai fait deux stages bien. Où ça ? J'ai fait un stage au Nigeria et j'ai fait un stage dans l'Oise à Beauvais. Voilà, et après j'ai fait mon chemin. Et c'est le fruit de beaucoup de hasard et plus d'une capacité à convaincre et à entraîner qu'à être simplement le meilleur. Après, là, il dit je suis un meilleur manipulateur et c'est peut-être plus important que d'être bon à l'école. Ça, je veux bien le croire. Ma conviction, c'est qu'avec le temps, les gens vous connaissent mieux. Et moi, c'est ce que je fais, je continuerai à faire. Parce qu'ils vont au-delà des perceptions, des images, des raccourcis qu'ils peuvent avoir. Mais... Ah non. Je crois que j'avais moins de clichés sur lui en 2017 qu'aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes
qui disent en effet c'est un premier de la classe, mais plus que ça, c'est un milliardaire parce qu'il a été chez Rothschild. C'est public, hein, de toute façon, votre fortune. Exactement. Et donc après, les plus fous, ils disent que je l'ai détourné, que je l'ai planqué dans des paradis, parce qu'ils se disent c'est un milliardaire, il a toujours tout réussi, il nous méprise, etc. Et je le vois d'ailleurs quand je me déplace souvent, et c'est par le contact qui reviennent là-dessus, qui disent ah bah c'est pas ce qu'on pensait. Alors moi je pense pas que c'est un milliardaire, mais que c'est un millionnaire déconnecté qui a viré facho. Ça j'ai des petits indices qui me permettent de le penser. Ah bah je me dis c'est un millionnaire déconnecté, mais bon au moins c'est un libéral qui est en mode allez on s'en branle un peu. On va pas trop être islamophobe, on s'en fout, si tu travailles c'est bon. Après bon, dès l'époque, moi j'étais en mode oula, ça va marcher 3 ans et en général, parce que vous regardez tous les quinquennats de ces dernières années, c'est vrai Hollande, c'est vrai Macron, à chaque fois, les 3 premières années ça va et puis les 2 dernières années, parce qu'il y a les élections qui vont revenir, il faut qu'on fasse monter le RN pour pouvoir gagner facilement. Et donc à chaque fois, tu as des politiques hyper islamophobes qui arrivent à ce moment-là, quoi. Donc j'étais déjà en mode bon. Est-ce qu'il va vriller islamophobe à ce moment-là? Il a vrillé islamophobe et puis là maintenant c'est même plus faire le jeu. À l'époque on disait faire le jeu du RN, mais là les gens là c'est même plus faire le jeu, il est limite fasciste lui aussi, quoi. Paradoxe de l'époque dans laquelle on vit, où on pense qu'on peut toucher des millions de gens, et c'est vrai qu'on peut passer des informations, on peut passer des émotions, mais les perceptions sur une personnalité, elles se font ou se défont sur des tout petits moments. Ah oui, ça il avait déjà dit ça j'avais vu, c'était en 2022, non? Il avait déjà dit ça dans sa bagnole, dans un de ses vlogs là, je crois que c'était dans les vlogs qu'il avait fait, où il est persuadé de ça. En gros, par exemple, il est donné un exemple qui va vous énerver le chat, où il disait que quand il avait fait la réforme sur la CAF pour les étudiants, et qu'il avait retiré 5 € d'APL, voilà, les 5 € d'APL pour les étudiants. Il avait donné cet exemple-là en disant « Ah voilà, ça par exemple, nous on a fait beaucoup de choses pour les étudiants, le pass culture, on les a toujours aidés et tout. Et là on a retiré 5 € d'APL, et bah voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est une mesure symbolique qui a pris beaucoup et qui a du coup donné l'impression que globalement on faisait des choses pas bien pour les étudiants, alors que pas du tout, quoi. » Et t'es là, t'es en mode « Ah oui. » Et il est vraiment persuadé que c'est dommage, c'est dans des moments comme ça, sur des petites erreurs, que les gens s'emballent et arrête d'essayer de comprendre ce qu'on fait. Ce sont des tout petits moments qui sont en plus traqués en permanence. Je veux dire, vous avez une caméra. Ouais, tout le temps. Je veux dire. Oui, et président aussi, mon frère. Pauvre petit président, dont les décisions sont scrutées à chaque instant. Il y a 0 faux pas autorisé quand on est président. Non, mais même vous pouvez les détourner. Je me souviens quand j'étais ministre, puis en campagne, il y avait comme ça un reportage qui était fait sur moi. Je l'avais pris, quelqu'un qui me suivait tout le temps. On va pêcher l'anguille. Il y avait une barque à côté avec 50 journalistes qui filmaient ça. Donc là, il y a une photo qui a été prise à distance. D'ailleurs, c'est le zoo, quoi. Il y a toujours Quotidien qui est dans les parages. Oui, voilà. Pour Donc aller, on a l'air complètement fou, collectivement. Bon, je fais ce truc de pêche à l'anguille. C'était un moment d'ailleurs formidable parce que le pêcheur était un type adorable. Je rentre dans la voiture, la caméra suit le truc. Et pour qui a déjà pêché une anguille, c'est vraiment très poisseux. Donc moi, j'avais les mains vraiment dégueulasses, très poisseuses, etc. Je prends une lingette. Et tel que c'était fait dans le montage, on avait l'impression que je me nettoyais les mains après avoir serré les mains des gens. Mais ça a été utilisé par les extrêmes, et extrême droite et extrême gauche, pour dire... Oh oui, faites voir la photo. Ouais, bon, ouais. Voilà ce que c'est son rapport au peuple. Le type, il serre les mains aux gens dans la rue, et puis après il dit « c'est dégueulasse ». Mais ce truc-là, 5 ans après... J'ai des gens parfaitement sincères, pas du tout militants ou autres, mais qui me disaient « Oh, vous avez vu, vous lavez les mains quand vous serrez la main du peuple. » Eh ben c'est ça. C'est des trucs qui décontextualisent complètement, et en fait, on vous fait un... Ah ouais, genre traiter la fille d'antisémite, ou dire extrême gauche quand tu parles de la gauche, dans le genre de truc qui décontextualise entièrement. Non mais en vrai, les gens, vous savez, ce qui m'énerve, c'est que j'ai un peu envie de le croire. C'est que moi, je n'ai aucun doute que quand tu accèdes à la fonction de président, et c'est parce qu'aussi c'est le peuple français, hein, et en vrai, c'est la preuve qu'on est un peu basé, IMO, c'est que tu vas être en mode, t'es une merde. Tu passes d'un coup à, non, en fait, t'es une grosse merde, on a tous décidé collectivement qu'on t'aimait pas. T'es président, on va pas t'aimer. C'est comme ça, ça fait partie du taf. Donc moi, je veux bien croire que des fois, un truc va être jugé un peu pour air, et humainement tu dois dire ah ouais c'est débile quand même, et forcément que tes opposants politiques vont utiliser quoi qu'il arrive, enfin quoi que ce soit. Mais ce qui me fait rire, c'est qu'il fait genre ah là là, alors qu'il utilise ça en permanence avec ses opposants politiques lui aussi, et sur des choses beaucoup plus graves, et aussi dans son rapport au peuple. Il y a énormément de cas de figure où Macron a été désastreux.
mais genre désastreux avec ça. Quand on est président, on peut être un président de communication, de façade, et un président d'action, de fait. Est-ce que cette façade, cette communication est quelque chose d'important? Mais Macron, il Je pense que la communication, quand on est président, c'est de la politique. Oui, merci. Macron est moins con que le gars, hein. Oui, ça fait partie, oui. Au sens noble du terme. C'est-à-dire que la fonction de président est une fonction qui est à la fois une fonction de décision, d'action, mais aussi d'incarnation. Oui. Et donc, ce que vous donnez à voir est un message. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est une faute quand vous êtes mal compris, que ce que vous faites ou autre peut être mal pris ou blesse telle ou telle personne. Du coup, on peut dire que niveau islamophobie, racisme, mépris de classe, mépris des gens, mépris du peuple, on a le droit du coup de... Hein? Quelqu'un que vous connaissez bien, mais François Hollande, votre prédécesseur, a une réputation de quelqu'un de très drôle. C'est vrai qu'il l'est. Mais c'est quoi ces questions de suceur? Il se met à sucer Hollande, le type. Il avait pas assez d'une bite dans sa bouche, il en a voulu 2. Mon gourmand. Ok, c'est la Pride, mais quand même, c'est une dinguerie, là. On est d'accord que personne n'a jamais dit nulle part que Macron est drôle. Hein. Et ça se voit, le mec a l'air pas marrant du tout. La seule fois que je l'ai trouvé drôle de ma vie, c'est quand il a été avec McFly et Carlito et qu'ils le font craquer à un moment et qu'il lâche un rire, là. Et en fait, ce qui est drôle dans la séquence, c'est que tu vois le robot MK Ultra qui brise un peu la glace et qui rigole. C'est la seule fois de ma vie où Macron, il m'a fait rire. Mais tout le reste, le gars est chiant, est bizarre, austère. J'ai eu la chance d'être invité à sa remise de l'Ordre national du mérite, je crois. Et c'était François Hollande qui lui remettait. J'ai eu la chance d'être avec François Hollande. Roselyne Bachelot, qui était très drôle, mais elle, on le sait. Mais on sait Hollande, genre... Il est là, oh le scoop, Hollande est drôle, c'est la seule putain d'anecdote sur François Hollande, parce qu'il a cette image de Flamby, tout le monde s'en branle, du président normal, pas charismatique, le faussaire de la gauche, du coup on est là, oui, il est un peu marrant, il paraît. Je suis tombé de ma chaise, c'est-à-dire qu'on me l'a dit, mais je suis tombé de ma chaise. Et si je me pose cette question, c'est est-ce qu'on peut être drôle et en exerçant la fonction? Est-ce qu'on peut être de façade drôle en étant... Est-ce qu'on peut se marrer aujourd'hui, Bien monsieur sûr, le président? Je pense qu'il faut... Mais on peut tout à fait être drôle. Ça se voit que ce mec n'est pas drôle. En fait, si, il est drôle en mode Dava un peu. C'est pas incompatible. Il a aucune répartie, il est nul à chier. Et c'est là que tu vois, en fait, c'est ça aussi qui le déshumanise, ce gars. En fait, c'est toujours intéressant. En plus, ça fait le parallèle avec la discussion qu'on a eue hier, où vraiment, nous, on est aussi dans un exercice d'humanisation. Mais parce que Mélenchon, je trouve, il arrive à se rendre humain. Ça fait partie de ses cartes même, hein, moi, je dirais, politiques, tu vois. Même si tu as envie de voir ça d'un œil un peu cynique et tout, ça fait partie de ses capacités. Mais parce que tu sens qu'il a une profonde intelligence sociale, émotionnelle, qu'il est très expressif. Voilà, qu'il boive un lait fraise ou qu'il ait une larme à l'œil en lisant le mot de Théodora, tu sens que le gars, il est habité par quelque chose. Et Macron, je pense que ce qui joue pas, parce que dès que t'incarnes une fonction, t'es déshumanisé. Ça, c'est évident. Et je pense que ça fait partie du rôle et ça fait partie même peut-être de la dureté et qu'il faut être un peu fou de toute façon pour vouloir exercer ces fonctions-là, parce que tu vas un peu mettre ton humanité de côté, en fait. Mais lui, c'est vraiment un robot, quoi. Pour ça, moi, je dis tout le temps, les macronistes, je trouve, c'est des gens shutterstock. Je les trouve terrifiants. C'est vraiment, quand tu crois au système plus que tout, c'est des agents Smith. Parce que, par exemple, François Hollande, d'un point de vue politique, pour moi, c'est probablement un des adversaires, un des personnages que je déteste le plus. Mais je vois que c'est un être humain, je vois qu'il est un peu rigolo. Et je suis sûr que François Hollande, tu vas bouffer au resto avec lui. Je pense sincèrement que tu passes un bon moment. Je pense qu'humainement, le type est cool, quoi. Alors après, tu penses à ce qu'il a fait au Mali, tu penses à comment il a éborgné des gens avec Manuel Valls. Là, tu y repenses un petit peu. Mais j'ai aucun... Alors que Macron, c'est vraiment... Il fait froid dans le dos, quoi. Il a un truc genre de reptilien, quoi. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses aussi longtemps ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de dégrader la fonction. Et après, il faut essayer d'en être digne. Et il faut, parce qu'on veut faire et faire passer, toujours réfléchir à la manière de le communiquer. En fait, c'est président LinkedIn, quoi. Il a les petites phrases LinkedIn pour parler de la fonction de président, les gens. Genre, je sais pas, genre, ce soit un peu plus incarné, genre, c'est pas rien.
En fait, c'est une dinguerie. Genre, imagine, pauvre, tu es président. Ça doit quand même te faire des trucs dans le corps, dans la tête. Je pense qu'il y a des moyens d'accrocher les gens, même de jouer avec ça, quoi. Il est nul, même en podcast. Mais après, là, il est très podcast, au final. Hein. Mais ce qui est fou, c'est que le moindre podcast de merde que t'écoutes, là, l'espèce de podcast nul, où c'est mou, ça dit des idées molles. Genre, il y en a des dizaines de milliers. Mais ce qui est fou, c'est que le président a le niveau du podcasteur moyen de base un peu lame. C'est ça qui est fou. Qu'est-ce que vous poseriez, qu'est-ce que tu poserais au président Macron, etc. etc. Alors, j'ai été surpris par, finalement, les gens vous détestent pas autant que je le pensais. Alors, peut-être que je m'en faisais, mais... C'est gentil ce que vous dites. Wouah, je vais m'arracher les yeux de cringe. Oh, le moment, là. Oh, je vous jure, je suis pas bien. En même temps, le mec a un connard de start-upper dans un groupe de connards de start-upers. Alors, ouais, demain, j'interviewe Macron. Qu'est-ce que tu leur poserais comme question? Oh, ben les gens vous détestent pas tant que ça. Parce que je leur dis, non, mais j'ai aucun lien. Hein, je suis pas, je travaille pas avec lui. Donc, lâchez-vous. Mais donc, bon, ça a été assez calme, assez ok quand même. Le soumis, vraiment le soumis. Hein. Aucun lien. Vous voyez la différence entre être partisan, l'assumer. Genre, même nous, on suce moins. C'est une dinguerie. Cependant, il y a une chose qu'on m'a dit. Alors, j'ai essayé d'aller chercher aussi des gens au téléphone. Et une ou deux fois, on m'a dit d'un côté comme de l'autre, il faut arrêter de parler des extrêmes. Parce que ce sont pas des extrêmes. Ça, c'est le centre. Le président Macron et puis Renaissance qui polarise tout ça. Vous polarisez. Est-ce que finalement, par le succès de Renaissance et de votre première élection, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui? Quoi? C'est quoi cette question? Alors, il y a une première théorie qui peut être une façon de dire je suis responsable de tout ce qui se passe, mais à ce moment-là, je plaide d'être aussi responsable de ce qui se passe en bien. Non, mais quand tu te fais... Le mec se fait sucer mollement et il a cette réaction. On est d'accord que là, c'est perfect frame, là. D'abord, je pense que nos sociétés se polarisent. Beaucoup à cause du fonctionnement du rapport à l'information, à l'opinion publique et au réseau. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez structurant dont je suis convaincu. Avec les réseaux sociaux, l'émotion est plus forte que l'argument. C'est notre faute. Et l'émotion négative est plus forte que l'émotion positive. Hein? Et si vous faites ça, structurellement, vous êtes dans un espace où les extrêmes sont meilleurs, parce qu'elles jouent mieux sur les émotions négatives que des gens qui sont comme on est en train de faire. Qu'est-ce qui Mais vous voyez, ça par exemple, un immense contre-argument à apporter à ça qui permettent de jouer sur extrême droite, extrême gauche. Qu'à la limite, là, extrême droite, tu peux y croire, la peur de l'autre, la haine, les émotions négatives, le nihilisme et tout. Mais la gauche, c'est l'inverse. En fait, ce qui est précisément difficile quand tu es de gauche, c'est que tu dois défendre des idées, des choses qui n'existent pas et qui devraient advenir. Et des choses qui sont positives. Et en fait, tu dois donner envie aux gens de vouloir un idéal qui n'est pas encore là, comme par exemple le partage des richesses, l'égalité, plus d'égalité entre les gens, entre les genres. Et ça, c'est très difficile parce que tu dois donner envie de quelque chose qui n'existe pas encore ou qui en tout cas n'est pas encore totalement advenu. Donc en fait, on n'est pas du tout dans le même rapport au truc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, en ce moment, une des manières que les gens ils ont de militer à gauche, c'est hyper positif. Ça va être là par exemple tout ce qui est le tatakae, mais genre les edits, les discours inspirants, le fait que ça spamme des moments du vieux avec du Miyazaki en fond. Genre je vois pas quand est-ce que on fait peur, quoi. Genre on ne joue pas sur la peur. À la limite, peut-être que eux, de leur point de vue, ils sont en mode on va être plus taxés, ça va être la fin du néolibéralisme décomplexé. Donc peut-être qu'eux ils ont peur, je veux bien y croire, mais c'est vraiment complètement différent, quoi. Clément s'est abonné à ma newsletter. Vous avez lu ma newsletter de dimanche dernier. Oh, ta gueule! Je l'ai pas lu. Moi, je l'ai dit il y a quelques semaines en Allemagne. Donc ça, c'est le premier truc, ce qui fait que après, c'est marrant. Vous avez vu? Ça, c'est précis, ça. T'as lu ma newsletter? J'ai dit la même chose dans ma newsletter LinkedIn où on a tous les mêmes arguments Shutterstock comme des robots mentaux. Et il a fait oh non, cette idée très LinkedIn que tout le monde a déjà dit 1000 fois, je l'ai dit en Allemagne il y a 3 semaines, donc t'emballes pas non plus. C'est précis. Structuré, des gens comme moi, mais par beaucoup d'autres gens qui sont ce qu'on dirait le champ républicain, qui sont modérés mais qui peuvent être en désaccord, ils sont beaucoup moins audibles. Et la deuxième chose, c'est que les modérés ne sont pas audibles. Réseaux, et la manière de fonctionner des gens aussi qui utilisent les réseaux et tous ces canaux pour s'informer, les enferment de plus en plus dans des bulles cognitives. Oh non.
Vous voyez pourquoi tous les discours parasociaux et tout, moi je commence à me méfier énormément de ces discours-là, les gens. Vous voyez ou pas un peu comment on sent qu'il y a un truc qui est pas clair quand c'est prononcé par des personnages comme ça. C'est les gens qui vont de plus en plus en effet dans leur groupe Facebook pour s'informer, qui suivent et qui ont leurs propres followers sur leur compte, qui se mettent dans des boucles WhatsApp et qui croient d'ailleurs plus tellement ce qu'il y a à la télé ou dans les journaux. Vous avez vu hier quand il a parlé des boucles, le vieux ? Quand il a dit aujourd'hui, ça peut partir de ça, d'une boucle, les gens ils s'informent, il se passe des choses, comment c'est en train de changer, la manière révolutionnaire qu'on peut avoir, de se politiser, de créer du matériel. Non mais c'est... Vous avez vu la différence ? Lui, il en... Ah oui, c'est dangereux. Ils se mettent dans des groupes WhatsApp. Et ils s'auto... C'était le terme de Valls à l'époque, c'est quoi ? Ah oui, auto-radicalisation sur Internet. Moi, ça, c'est un des termes qui m'a profondément marqué. D'ailleurs, il faudrait le faire revenir. Parce que, pour ceux qui ne se souviennent pas, en gros, c'était au moment où Valls avait utilisé la loi renseignement. Donc, c'est la loi sur liberté civile autour de la... En gros, c'était en mode, oui, pour le terrorisme et tout, crari. Et tu avais tous les mouvements. À l'époque, tu avais très peu de gens en fait qui s'étaient énervés contre ça. T'avais un peu les mouvements libristes, quelques trucs un peu de gauche qui s'étaient un peu énervés contre cette loi-là. Et en fait, évidemment, comme ces gens-là avaient prévenu, cette loi-là, elle a été utilisée très fortement contre les militants écologistes, notamment ceux qui avaient eu pendant la COP21 et tout. Et Valls avait eu cette formule pour dire il s'auto-radicalise sur Internet. Donc très intéressant. Moi, je me suis dit, bien sûr que moi, je m'auto-radicalise sur Internet. Évidemment, moi, je cherche cette auto-radicalité, vous aussi, non ? Et d'ailleurs, dans ces bulles cognitives, c'est celui qui est le plus radical qui tire les autres. J'adore. Lui, il se dit pas, je suis dans un podcast de start-upers, suceurs, insupportables, à dire les mêmes mots qu'il y a sur LinkedIn après être passé par l'ENA et la banque Rothschild, et je ne suis pas dans une bulle cognitive. C'est pour ça que je suis désolé que ce discours-là, il est dépolitisant. C'est ce que Raz, il disait très précisément à France Inter. Quand il disait, oui, les bulles de filtre, vous ne croyez pas que machin. Et que Raz lui disait, mais on a des parents, on a un cercle familial, un cercle social, on a un milieu, on passe par des écoles, on passe dans l'endroit où on travaille. En fait, les bulles et les cercles existent déjà. D'ailleurs, je pense même qu'Internet peut parfois être l'occasion de s'ouvrir en vérité à ce qui ne nous ressemble pas, voire d'entendre et d'écouter ce qui ne nous ressemble pas. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on écoute ce qui ne nous ressemble pas qu'on devient convaincu de ce qui ne nous ressemble pas. On peut même se dire, ah ouais, ok, chelou, les fous du bus, là. Et donc, ça accroît le premier phénomène. Et donc, si vous dites maintenant, structurellement, les gens, jeunes ou moins jeunes, parce que ça va du Twitter jusqu'à le groupe Facebook, en passant par le groupe WhatsApp et autres, et en fait, la presse suivant ces tendances et la volumétrie de ces tendances, vous êtes structurellement dans un univers informationnel qui favorise les extrêmes. C'est vrai que, par exemple, CNews, les médias, toute la stratégie depuis Sarkozy, d'aller chercher les thèmes de l'extrême droite, de les imposer... C'est vrai que tout ça favorise pas les extrêmes. Non, je pense que c'est les réseaux sociaux et les boucles WhatsApp. Et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Brésil, c'est vrai en Europe. Bon. Donc la question... Vous voyez vraiment, genre, les gens... Moi, je suis d'accord qu'il faut penser quand même la question des bulles de filtre, notamment... Mais en fait, pour moi, la vraie question politique des bulles de filtre, il y en a deux. C'est le pouvoir des GAFAM, c'est-à-dire à quel point des algos dirigés, enfin des politiques prises par des entreprises capitalistes qui sont en plus des méga corporations, quoi. Et comment ils décident ou pas, ça peut changer la nature d'un réseau social. Typiquement, Elon Musk et Twitter. Bon, je pense qu'on voit tous ce que devient Twitter et ce que c'est devenu. Et pourtant, quand il y avait des libéraux californiens, il y avait plein de défauts aussi. Hein. Mais on voit bien comment ça peut changer. Ça, j'aime beaucoup le terme de Paco Mtielman, là, quand il dit dans Infernet que quelque part, c'est un reflet de la psyché de son créateur, comment les réseaux sociaux fonctionnent. Heureusement, il y en a plusieurs, donc on peut juxtaposer des visions. Ça, c'est évident que ça a un impact très concret, très structurant sur nos vies et nos manières de se percevoir, de percevoir le monde et tout, etc. Donc il y a ça. Et il y a l'autre truc, c'est les enjeux aussi des bots, de l'argent, des manipulations marketing et comment tout ça pour créer justement, polariser les gens, créer des situations. Voilà, comment ça va être utilisé comme vecteur à la fois de fake news, tous ces trucs-là. Donc ça aussi, ça fait partie des grandes questions politiques que tu peux poser avec ça. Mais juste dire, il y a des bulles de filtre, pour moi, c'est vraiment, t'es en 2012.
t'es bloqué dans un truc qui est dépolitisant possible, quoi. Parce que ce gars-là, jamais il va aller interroger les GAFAM. Hein. Donc ça, je crois qu'il y a structurellement quelque chose qui n'est pas du tout lié à ma pomme, à ce qu'on vit en France, qui est la manière dont on s'informe. Et donc, on a besoin de retrouver dans cet espace des règles du jeu. D'abord, des médiateurs positifs. Si je suis là, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on peut parler calmement. Ah bah voilà, il lui a dit, t'es un médiateur positif. Mais en fait, vous voyez, en plus là c'est d'une ironie, les gens. C'est vraiment d'une ironie qui est exceptionnelle. Hein. Parce que du coup, genre, il a été dans une bulle de filtre qui correspond à lui pour pas se faire taper dessus. Et à la limite, pourquoi pas? Je veux dire, Mélenchon, il vient bien chez nous parce qu'il sait qu'il va pas se faire taper dessus. Donc à la limite, pourquoi pas? Mais quand même, c'est un peu. Et après, moi, je pense surtout qu'on a besoin de réapprendre les bases, le rapport au fait, à la vérité, qui est la base même pour pouvoir évoluer dans une démocratie. Ouais. Parce que le danger qu'il y a derrière, c'est que dans une démocratie, ce sont les gens qui choisissent. Et ça, c'est une opportunité. C'est pour ça que j'ai fait la dissolution. J'y crois, j'ai confiance. Mais le danger, c'est si les gens choisissent sur des émotions plus que des informations. Alors peut-être qu'ils choisissent le pire. C'est vrai que quand la couverture médiatique, lui, qu'il a eue pour son élection en 2017, peut-être que les gens choisissent le pire à cause de ça. Hein. Mais vous voyez quand même la différence de niveau entre ce que disait la réflexion hier sur les boucles, comment tu peux utiliser aujourd'hui les réseaux, créer des manières alternatives de s'informer, toute sa réflexion avec Antoine, hein, qu'il a eu sur comment prendre YouTube, poster, avoir ses propres canaux d'information sur lesquels du coup tu vas pouvoir développer ton discours là où tu pourrais être tronqué. Ouais, c'est tellement pas... En fait, il y en a un qui est un peu révolutionnaire dans sa manière de penser et l'autre qui est juste dans des clichés, quoi. Après, je pense que c'est un double truc. Je pense qu'il y a l'incompétence parce qu'ils se disent, les réseaux sociaux, ils n'arrivent probablement pas à les utiliser aussi bien qu'ils aimeraient les utiliser et sont peut-être jaloux de l'extrême droite et de l'extrême gauche pour ça. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de cynisme en mode... Je pense qu'il sait aussi que ça peut être efficace et que d'ailleurs, il vient ici pour ça, probablement en disant, bon, on va rééquilibrer un peu ce qu'il avait fait avec McFly et Carlito, par exemple. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que quand je regarde, par exemple, le contexte où on vit, il y a 3 blocs. Il y a un bloc qui est le Rassemblement national et associé. C'est un parti d'extrême droite. Oui. Son histoire, c'est des anciens de l'Algérie française, de l'antigaullisme. C'est un parti qui a été fondé par des gens qui avaient des bases antisémites, etc. Tout ça, c'est une réalité. Il s'est après normalisé. Il y a des gens qui ont rejoint, y compris dans les dirigeants, qui ne le sont plus du tout. Je ne fais pas de procès d'intention aujourd'hui, mais il y a eu ça et il y a encore ça. Et puis, c'est un parti qui, par son évolution, aussi par sa démagogie, a attiré des gens qui sont en colère, mais qui ne sont pas du tout des gens qui se vivent comme étant aux extrêmes et qui n'ont pas des idées extrêmes. Donc moi, je ne fais jamais la leçon aux gens qui vont voter Rassemblement national et associé. Je dis juste que l'histoire de ce parti et beaucoup d'idées encore que défendent ce parti sont des idées d'extrême droite. Quand vous avez des dirigeants, il y a encore quelques mois qui disent qu'il y a des Français de papier et des vrais Français, c'est pas dans la chambre de la République, c'est pas ce qui constitue les valeurs de la République française. Et de l'autre côté, vous avez une extrême gauche. LFI, c'est l'extrême gauche. Pas la gauche socialiste, pas la gauche modérée, pas la gauche radicale, au sens radical de notre histoire et radical socialiste, c'est l'extrême gauche. C'est indécent. Et d'autres s'y associent, qui ne sont pas d'extrême gauche. Mais quand l'essentiel des circonscriptions, le cœur du programme est défini par cette extrême gauche, qui, sur le rapport à l'antisémitisme, assume de ne pas être clair. Et lui, c'est un modéré, là. Quand elle ne fait pas le pire. Quand elle fait pas le pire, attends, c'est-à-dire, comment ça? Qui a eu des pratiques antiparlementaristes, qui a des pratiques par rapport à la justice et autres, qui ne sont pas non plus dans le champ républicain, et j'en passe. Quoi? Hein? C'est ce gars-là qui donne des leçons parlementaires. 49.3 gueuil. Hein. Après, vous avez dans le champ républicain des gens du centre, de la droite, de la gauche. Je dirais que vous avez sinon, une autre façon de le dire, des progressistes et des conservateurs. Ils sont dans le champ de la République. Ah, ça, c'était son... Là, ça, c'est important. Il faut bien connaître son Macron. Ça, c'est des redites de son discours en 2017. En gros, si vous vous souvenez, il voulait mettre fin au clivage gauche-droite en disant qu'en vérité, c'était plus vraiment actuel et qu'il y avait plutôt un clivage entre les progressistes et les conservateurs. Mais qu'en fait, voilà, c'était plutôt comme ça qu'il fallait penser le monde, en fait. Ce qu'il faut clarifier, c'est est-ce que vous êtes dans le champ de la République pour exprimer cette différence, en étant prêt aussi peut-être à c'est raté, bravo à lui. Ah oui, moi je crois qu'il a recréé la gauche et la droite, bravo à lui.
Merci Macron. Voyez si les Français vous demandent de le faire, ce que font toutes les démocraties d'Europe, ou quasi. Ou est-ce que vous voulez, pour gagner, vous associer aux extrêmes, quitte à assumer des incohérences? Ce moment est en train de se clarifier. Sur le papier, évidemment, comme ça, moi, ça semble cohérent et j'achète. Je veux dire, dans l'absolu, j'ai envie d'adhérer à aucun extrême. Oh, mais lui, j'achète, hein. Mais lui, vraiment. Oh. Mais quand on analyse profondément, on se dit profondément. Encore une fois, j'ai dit que j'étais pas analyste politique et mon métier, c'est autre chose. Mais c'est la question que tous les Français vont se poser dans les jours qui viennent. Si je dois vous poser sur la table quelque chose que je pense, c'est que vous êtes collé, vous êtes cornérisé quelque part, parce que on a un endroit des Français qui sont catholiques, potentiellement pour une partie très catholique, qui disent que vous êtes du côté... Catholique? Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce nul? Des musulmans ou très musulmans. Vous avez... les catholiques contre les musulmans? Non mais... il est en mode FC chrétien contre FC musulman. En plus, il dit catholique. Hein. Des gens qui sont musulmans, très musulmans, islamistes, qui disent que vous êtes... Très musulmans, islamistes. Oh, c'est grave de dire ça. Et le gars, il a réussi à insulter et les catholiques et les musulmans. Moi, je suis pas dans les extrêmes, moi. Moi, je suis pas extrême. Il est extrêmement con. Moi, peut-être que c'est ça, le critère. Très musulmans, islamistes qui disent que vous êtes trop sympa avec les juifs. Quoi? Des musulmans qui disent que vous êtes trop sympa avec les juifs? Mais je pense que là, encore une fois, vous voyez, il faut jamais oublier que c'est sur ça que se base tous les discours antisémites aussi, c'est que ces gens-là confondent en permanence la politique d'Israël, le dégoût que peuvent avoir des gens pour ce qui se passe à Gaza, l'antisionisme et l'antisémitisme. Mais au final, moi, je trouve ça révèle un truc d'eux. Ça se voit que ce gars-là ne sait pas ce qu'est la religion. Il dit catholique comme un gros gogol, là, qui sait même pas probablement que dans les chrétiens, t'as des catholiques et des protestants. À mon avis, déjà, il sait même pas. Et que là, pour lui, les juifs, c'est forcément... Il lit ça à Israël, il lit ça... C'est grave de penser comme ça. En vrai, là, c'est le niveau Poupette Kenza. Voilà, il a un niveau Poupette Kenza. Maïmid Poupette Kenza. Je veux dire, je lui en veux moins, quoi. D'avoir ce niveau-là, que lui, là, qui est là en mode à parler à Macron. Et en fait, avec le système, et je voudrais vraiment absolument revenir sur TikTok aussi, dont on n'a pas parlé, mais de ces réseaux sociaux, en fait, c'est devenu inaudible. Le centre est devenu inaudible. Moi, je crois pas. Je crois tout l'inverse. Et c'est pour ça que j'ai voulu... Dans sa bulle de filtre, je crois qu'il a pas vu les sondages. Je crois tout l'inverse. Qu'on appelle ce bloc central, cette majorité sortante, Ensemble pour la République, c'est qu'il faut plutôt continuer de rassembler autour de ces valeurs et de ce socle. Et de rassembler les gens qui sont aujourd'hui dans la majorité présidentielle, mais aussi des gens sociodémocrates, écologistes, ou venant des républicains qui sont prêts à s'y retrouver parce qu'ils pensent que l'enjeu est tel qu'il faut ensemble faire bloc et bâtir un projet pour le pays. Mais moi, je veux revenir là-dessus par rapport à ce que vous disiez. Si on va au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile. Mais ce gars est président? Non mais là les gens on écouterait le podcast de Raptor, là, 10 000 pas. On rigolerait, on se taperait une barre. Mais là les gens, j'ai l'impression d'écouter un gros blanc qui parle avec je sais pas qui, Ernesto 2.0 là, vous voyez ce que je veux dire pour ceux qui connaissent? J'ai l'impression que je suis en train d'écouter un truc comme ça où je me dis les fous du bus, on rigole bien. Mais sauf que ce gars-là, les codes nucléaires... Non, c'est trop grave. C'est une dalle. Par contre, c'est un régal ce contenu. Ce contenu est exceptionnel. Beaucoup de nos compatriotes, pourquoi ils vont vers des extrêmes? Parce qu'ils ont souvent une colère ou quelque chose auquel on ne répond pas. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour l'extrême droite. Ça date de quand? Alors, ça a été sorti après la dissolution, je crois. Il y a 3 jours, ah bah oui. Il y a 3 jours, les gens. En vrai, j'ai lancé le live sans me dire qu'on allait regarder ça, mais je suis en train de me dire que c'est un contenu de fou. En plus, moi, parce que c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Macron. D'ailleurs, des fois, des gens me disent « Vous ne parlez pas assez de la Macronie ». Après, c'est parce que moi, je trouve que taper sur Macron, c'est un peu le truc facile pour faire des vues sur YouTube et tout. Mais en vrai, par contre, moi, j'ai toujours essayé de m'intéresser assez profondément à lui depuis 2000. Moi, en 2016, j'avais fait une vidéo sur Macron. À l'époque, les gens ne parlaient pas encore énormément et tout. Il n'était pas encore si pressenti que ça. Et on commençait déjà à mettre des tacles. Parce que nous, on voyait l'arnaque venir. On avait été élevés au Pierre Carl. Et Macron, ça a toujours été un personnage comme ça. Et là, évidemment, depuis qu'il est président et tout. Et là, quand je le vois là, c'est intéressant parce que tu vois
qu'il n'a pas nécessairement évolué sur le fond de son discours. C'est juste qu'en gros, il doit le défendre complètement différemment. Et c'est toujours son angle de... Ce que tu vois, c'est que son angle politique, et je pense que là, c'est ce qu'il vise avec la dissolution, c'est « Moi, je m'en branle, je suis le candidat médiatique ultime, j'ai réussi à récupérer le bousin en m'enlevant du truc du clivage des partis traditionnels. Et de toute façon, dans ces gens-là, il y a tellement de libéraux pro-européens qui finalement pensent un peu la même chose, que je vais créer une majorité autour de ça. Et c'est sa stratégie, c'était sa stratégie en 2017. Bon, il avait l'illusion d'avoir son parti. C'était sa stratégie en 2022, là, avec tout ce qui est Renaissance et tout ce qu'il y a autour. Et là, et c'est à ça qu'il faut s'attendre, et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler demain, d'en reparler pour le second tour et d'en parler même dans les lives et les lives à venir, c'est qu'il il est en train de se dire bon bah là je vais devoir, pour pouvoir gouverner, je vais aller chercher des gens, alors peut-être pas RN, peut-être pas LFI encore RN, mais d'aller chercher des gens d'un peu partout. Donc il faut s'attendre demain peut-être à voir Macron avec des gens de LR, avec des gens du centre, avec peut-être des gens du PS, de LV. D'ailleurs, moi, c'est la grosse crainte qu'on peut avoir du nouveau Front Populaire qui va durer 2 minutes le 8 juillet. Et peut-être que voilà, on va avoir de Ruffin à des gens du LR, quoi. Donc ça va être ça, la nouvelle majorité présidentielle. Ça va être beau, hein. Et ils se disent, on ne les a pas essayés. Et au fond, eux, là, ça fait 7 ans qu'ils sont là, on va essayer ailleurs. Cela, je veux leur dire, message reçu. Et je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur l'insécurité, c'est clair. Et c'est un de mes regrets. Et si, je veux dire, une des choses que j'ai retenues de l'élection aux européennes et du message envoyé le 9 juin, c'est ça. On doit aller plus vite, plus fort. Sur la violence des mineurs, à la fois par un effort éducatif, l'accompagnement des familles, une politique de la jeunesse, Oula. Mais également en répondant beaucoup plus vite quand on a des mineurs qui deviennent délinquants. Il n'y a rien qui justifie les situations qu'on est en train de vivre, d'extrême violence, de viol de mineurs. Et puis, ce sont les multirécidivistes, c'est-à-dire ceux qu'on voit toujours dans le quartier, dans la ville moyenne. Pas les extrêmes. Hein. Il a vrillé Fachon une seconde. Hein. Et ça, c'est ce que je dis, c'est une réalité du petit village du fin fond des Pyrénées à Vierzon, en passant par les banlieues de grandes villes. On connaît les 10 qui nous mettent le désordre, pour rester poli. Waouh. Ils sont arrêtés, ils ressortent le lendemain, sans l'impunité. Et donc là, il faut qu'on aille beaucoup plus vite, plus fort, comparution immédiate, peine immédiate. Qu'à la fois le soit. Le centre, hein, peine immédiate. Hein. Là, celui qui vous écoute, qui est plutôt à gauche, il se dit, là, il va chercher les électeurs de droite. Non, j'essaie de dire, on peut répondre dans le cadre de la République à ce qui, malgré tout, rend la vie Première bonne question. possible. C'est pas de gauche ou de droite, vous savez. Moi, quand je parle de sécurité, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations modestes, qui gagnent pas bien leur vie, qui bossent dur et qui sont victimes de cette insécurité. Et elle est insupportable. Oui, il y a des gens de droite modestes, oui. Avoir droit à la sécurité en République, c'est une base. Ce que je dis, c'est que la réponse, elle est dans la République. Elle n'est pas dans la sortie de la République. Ou elle n'est pas dans le fait de dire « Ah oui, le problème, ce sont ces gens-là, on va s'en occuper. Attends, je vois pas la différence là. Ouais. Si la réponse passe par la stigmatisation et la division, on est foutu. Parce qu'il y a des millions de Françaises et de Français qui sont de confession musulmane, qui veulent vivre tranquillement, qui vivent dans la République et qui respectent les règles de la République. Et la réponse, c'est pas ça. C'est juste de dire on doit régler le problème de sécurité. Je me fiche de ça. Donc en gros, il a dit je vais tabasser les 10 dont tout le monde sait qu'ils foutent la merde. En fait, la seule diff, c'est que l'extrême droite dit oui, on sait très bien que c'est les musulmans, quoi. Et lui, il est en mode non, mais on va juste taper vraiment sur ceux qui ont fait de la merde. Wow. Mais c'est là que vous voyez que ça devient intéressant de penser comme Wissam quand il dit oui. La question de dire il y a des noirs, tous les noirs et les arabes, il y a beaucoup trop de noirs et d'arabes en prison. C'est pas là que tu politises la question. C'est quand tu te demandes pourquoi il y a des noirs et des arabes en prison. Là, d'un coup, ça y est, tu commences à réfléchir. Et là, typiquement, c'est pour ce genre de moment. C'est pour du fascisme, mais déguisé en centrisme. C'est pour éviter ça aussi. Facho, mais républicain, oui, c'est ça, vous avez compris. Il y a le facho, et t'as le facho, mais c'est parce que les gens veulent que tu sois facho, quoi. En tout cas, il s'est réveillé dans l'interview, vous trouvez pas? Il est plus vif, là. Ça y est, enfin, on le voit un peu regagner des couleurs, là. Il y a beaucoup de compatriotes qui sont de confession musulmane et où... issus de l'immigration, parce que l'un ne va pas avec l'autre, ça se recoupe pas, contrairement à beaucoup d'idées reçues, qui se disent je suis pas bien défendu, qui ont peur de l'extrême droite, qui disent la République me donne pas bien ma place, et qui vont vers une offre qui est une forme de communautarisme, puisqu'en fait elle ne va pas au bout, elle n'assume plus du tout le cadre de la laïcité, c'est-à-dire une République qui est neutre et bienveillante pour les religions, et elle les enferme dans un communautarisme
qui est un peu électorale. Mais ça, c'est Communautarisme électoral. Non mais fallait la sortir ça là. Ça c'est inédit ça. C'est nous. aussi la guerre civile derrière. Parce que c'est d'abord renvoyer des gens exclusivement à leur appartenance, ou religieuse, ou communautaire. C'est de justifier... Attends, du coup, alors attends, le communautarisme électoral de la FI donc. Les de la Gay Pride, les musulmans très musulmans islamistes, les petits gauchistes Sciences Po, les étudiants. Non mais attendez, ça fait quand même des gens très différents, moi je trouve, là, pour faire du communautarisme un peu, non? Leur écartement en quelque sorte de la communauté nationale, et c'est la guerre civile avec ceux qui ne partagent pas ces valeurs. Et puis c'est mettre le voile sur des gens qui en même temps fragilisent notre République dans beaucoup de quartiers, parce qu'ils ont une politique du pire. Ils sortent les jeunes filles de la République, enfin de l'école républicaine, en la mettant dans une scolarité à part, ce qu'on a... Putain. Ce à quoi on a commencé à répondre par des lois nouvelles, on a fermé ces écoles, ces associations. Mais mettre le voile, oui, bah vous avez vu ce qu'il dit après. Dans la conception aujourd'hui de la France insoumise, il y a ça. Et moi, je pense que c'est un danger. Et c'est pour ça que... Il y a ça dans la conception de la République de la France insoumise. Je pense que et le Rassemblement national et la France insoumise, elles répondent à des vrais problèmes. Je veux dire, elles répondent à des vraies colères, des vraies angoisses. Celle de la personne qui se dit on répond pas à mon problème de sécurité, celle qui dit je suis pas reconnu et protégé parce que je suis musulman. Mais elle y répond mal à mes yeux. Il n'y a pas que des musulmans qui votent FI. Non mais ça c'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie ça, les gens, vraiment. Parce qu'elle y répond en quelque sorte en accroissant la conflictualité et la guerre civile. Moi je crois qu'il y a une réponse par plus d'efficacité, mais dans la République. La France c'est un fleuve. Il y a plein d'affluents. Mais c'est un grand fleuve. Il vient de très loin, il a une histoire qui est la nôtre sur notre territoire. Mais il est éclaté en métaphore. Et nos ancêtres les Gaulois, comme disent certains, mais c'est pas faux. Mais pas vrai partout, parce qu'on a des Français qui viennent de territoires ultramarins, qui ont eu des ancêtres qui traversaient le Pacifique et on crée la statuaire de l'île de Pâques, si je pense à nos Polynésiens ou nos amis des îles Marquises. On a des ancêtres amazoniens, on a des ancêtres... Vikings. L'autre, il a proposé un truc au pif. C'est devenu lunaire, direct. En fait, dès qu'il doit avoir un discours de gauche, là, il n'y arrive pas. Après, on a eu des invasions, donc on a tous peur. On a une culture judéo-chrétienne qui est venue et qui a constitué aussi le cœur de la culture française. Là, ça me fait penser à Youssef qui est là. Macron ne connaît pas l'histoire de France. Macron ne connaît rien à la France. Il ne connaît précisément rien. Je ne suis même pas sûr qu'il pourrait citer. Je sens Youssef en moi. On cite une culture des Lumières qui nous a émancipés de cela et qui a séparé la religion de l'État et de la conduite des affaires. Et on a été enrichis par les migrations successives qui nous ont apporté à peu près toutes les religions du livre et au-delà, et qui ont permis à notre pays, et on s'est parfois déchiré là-dessus. Là, il est en roue libre, là, les gens, il est en roue libre. France, on l'oublie, pendant des siècles, s'est déchirée entre les protestants et les catholiques, et quand elle a su les faire vivre ensemble, elle était plus forte. Et bien nous, c'est le défi. Moi, je ne crois pas du tout, et je combattrai de toutes mes forces les théories de la guerre civile. Et alors, attends, vous avez la différence de niveau entre le discours du vieux là à Montpellier au meeting et ça. Quand on en a ras-le-bol de tout, que la vie est dure au quotidien, on peut être tenté par des extrêmes qui ont des solutions plus rapides. Mais la solution, elle sera jamais dans le rejet de l'autre dans la société. Elle sera dans une république plus ferme. Et là, on n'y est pas encore. Dans une république plus efficace. Et en vrai, moi, je pense que par rapport à ceux qui sont tentés par les deux extrêmes, ce qu'on doit faire dans les 2-3 ans qui viennent, c'est de dire on doit être beaucoup plus ferme, beaucoup plus fort partout où la République n'est pas au rendez-vous de la sécurité et de l'impunité. Et de l'impunité, de la sécurité. Et on doit être beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace partout où la République, elle n'est pas au rendez-vous de l'égalité des chances. Et elle a le sentiment qu'on renvoie des gens à leur identité première, on ne leur permet pas de réussir dans la République. C'est ça ce que je crois veulent profondément nos compatriotes. Et ça se construit autour d'un projet politique qui est celui... C'est là que tu vois qu'il comprend ni ce qui anime les fachos, ni ce qui anime la gauche. C'est fascinant en vrai. C'est là que tu vois qu'il comprend rien. Il faut être beaucoup plus radicaux. Et donc aujourd'hui, par rapport à ce que vous disiez, il y a 3 offres. Il y a un bloc avec l'extrême gauche et une partie de la gauche. Moi, je pense que c'est pas la bonne réponse. Je respecte tous les gens qui votent pour ces personnes, mais je pense que c'est pas la bonne réponse. Et puis il y a l'extrême droite et ses associés, le RN. Et pareil, moi je respecte profondément les gens qui rejoignent ce vote et qui l'ont fait. Mais je pense que c'est pas la bonne réponse pour le pays parce qu'elle mène à la guerre civile et surtout parce que c'est aussi un programme d'appauvrissement parce que c'est plusieurs milliers d'euros d'impôts cachés chaque jour et une impossibilité de payer les retraites et de bien payer les salariés. Voilà. Et au impôts cachés. Il n'y a rien. Il est nul, hein. En fait, il est nul même à démonter les arguments, même du RN. Il est pas bon, hein. Vraiment, il est pas bon. Gabriel Attal est meilleur que lui. Au milieu, il y a cette 3e offre
qui est cet Ensemble pour la République, qui est, en plus, je le crois, la possibilité d'agréger des gens raisonnables des deux rives qui ne sont pas à travailler ensemble. J'ai une dernière question sur peut-être ce fleuve et ses affluents. Il y a une théorie quand même qui se propage depuis quelques années, qu'on appelle la théorie du grand remplacement, dans laquelle en fait on explique que oui, Renaud Camus. Finalement tout ça est mouvant, il y a des affluents qui arrivent, puis il y a un gros affluent qui arrive en ce moment. Il y a un gros affluent qui arrive en ce moment. En ce moment là. Là depuis combien de temps? Le gros affluent. C'est quoi le gros affluent du coup? Moi, je suis assez sidéré par la force qu'elle prend, cette théorie. C'est-à-dire que j'ai des gens que je connais, intelligents, qui sont vraiment obsédés par ça. Donc l'idée, c'est de dire que il y a un grand dessein musulman qui est de se propager dans toutes les économies occidentales, en France, etc. Qu'est-ce qu'on en pense de ça quand on est président et qu'on veut rallier? Qu'est-ce qu'on en pense pour les personnes qui y croient et qui sont pas si bêtes que ça, qui sont même intelligentes? Qu'est-ce qu'on en pense pour les musulmans qui m'écoutent et qui se disent mais il a fumé lui, pourquoi il parle de ça comme ça alors que non, je mettais les choses sur la table? C'est énorme, je crois que c'est énorme. D'abord, parce que je pense que si on regarde notre pays, j'essaie de la manière la plus objective et de comprendre comment naissent ces sentiments. Ah, mais j'ai quelques indices, mais je suis sûr qu'il va pas dire ça. C'est qu'il y a un sentiment de perte de contrôle et de fin du progrès. Quoi? Nous sommes un pays qui après-guerre, alors qu'on aurait pu être totalement effondré après-guerre, on est reparti avec la conviction qu'on était un pays uni qui avait fait de grandes choses, et on a su trouver nos héros, et ils n'étaient pas majoritaires, quoi qu'on dise. Donc on a trouvé un récit commun. Et on est parti dans cette économie de rattrapage qui est devenue ensuite les 30 Glorieuses, qui est une économie de la production qui permettait à nos enfants de vivre mieux que nous, à chaque génération. Un récit commun avec ses héros, et la capacité à avoir du progrès, à vivre mieux. Et durant toutes ces années, mais on a intégré plein de gens qui venaient de plein d'horizons. Intégré. Ouais, donc le principal affluent, comme il a dit, comment il a afflué? Vous avez une idée ou pas? Il y a peut-être un truc qui s'est passé. Espagne, de Portugal, de l'Est de l'Europe, du continent africain, qui nous avait d'ailleurs aidé à participer à notre libération. Le débarquement de Provence, il est fait par des Français. Alors, et le continent africain, qu'est-ce qui s'est passé avec le continent africain, entre la France et le continent africain? Du continent africain, à l'époque. Ouais. Et tout ça fonctionne. On s'est pris la crise industrielle, la désindustrialisation qui a bousculé des territoires, le chômage de masse très long. Et ça, on est en train de le conjurer. C'est une des choses qu'on a réussi ces 7 ans ensemble. Et donc, doute. Et au fond, pour beaucoup de Français, ils se disent, leur truc, la mondialisation, le commerce, ce monde-là, c'est toujours moi le perdant. Je me fais toujours avoir, premièrement. Et la deuxième chose, c'est le déclin démographique. C'est qu'on vieillit et on fait un peu moins d'enfants, même si on est un peu meilleur que les autres en Europe. Et donc ça crée un doute existentiel pour un peuple. C'est ça ce que nous vivons aussi. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a aucune politique qui change totalement ça. On le change par du sensible, par la culture, par le récit. Parce que qu'est-ce qu'il nous faut? Rebâtir un récit commun avec des héros, ce que j'essaie de faire. Des héros. Mais l'analyse, les gens. Vous avez vu l'analyse où, en fait, je suis vraiment choqué de la pauvreté politique de ce qu'ils racontent les gens. Et c'est quand un peuple doute, comme on est en train de le faire pour les raisons objectives, la démographie, l'économie, eh bien, il voit les choses arriver, il voit l'immigration, est-ce qu'elle est en train de flamber? La réponse est non. Il y a une immigration irrégulière qui est trop importante. C'est pour ça qu'on a passé des lois qui ont parfois été très dures l'année dernière. On va commencer à les mettre en place. Ça valait le coup de nous faire sa théorie du fleuve. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reprendre le contrôle de cette immigration subie. Et la deuxième chose, il faut qu'on intègre mieux. Et il y a aussi le fait de se dire, on doit être en hospitalité, mais en capacité à intégrer. Et ça, on l'a moins bien réussi. Alors moi, je pense qu'on va intégrer de mieux en mieux par l'école, l'apprentissage et l'économie, parce que c'est... Ça y est, j'ai envie de mourir. J'en ai marre. Pourquoi dissoudre? Ah, ça peut être intéressant par contre. Ça peut être intéressant. Ces craintes que vous avez, si l'un ou l'autre de ces deux partis des deux extrêmes est amené à gouverner, on pourrait se dire, mais c'est de sa faute. Oui, beaucoup. Je vais vous dire, ce choix, il s'est imposé. Est-ce que ça m'a fait plaisir? La réponse est non. Le 9 juin, le vote des Françaises et des Français, je veux dire, s'il y a quelqu'un à qui il a fait mal, c'est moi. Ça fait 7 ans qu'on se bat et vous avez plus d'un tiers des Français qui votent pour le Rassemblement national. Au total, près de 50% qui votent pour les deux extrêmes. Il y a une colère qui est là et on n'a pas su y répondre. Et à ça s'ajoute le fait qu'on a une majorité qui était relative. Elle ne nous a pas empêché de passer des textes au Parlement. Mais de manière très claire,
on voit le chaos, le désordre, et les gens n'aiment pas ça. Si j'avais pas fait la dissolution, d'abord les gens le lendemain m'auraient dit « vous n'écoutez pas les gens ». Donc le 9 juin, moi je sais ce que j'ai demandé à mes ministres, à ma majorité, à des députés qui parfois m'accompagnent depuis 7 ans, qui ont changé leur vie pour être à mes côtés. Et je les en remercie, je leur ai dit « faut y retourner ». C'est très dur, et j'en ai conscience, et beaucoup m'en veulent. Mais je l'ai fait parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus juste dans une démocratie que la confiance dans le peuple. Le nombre de mecs, députés, macronistes qui doivent avoir le seum contre lui, là, en mode qu'ils vont se faire voler leur place. Ah, ça c'est du poulet, par contre. Hein. Les Français ont eu le sentiment en 2005 qu'ils votaient contre l'Europe et qu'on leur avait après imposé l'Europe par une voie parlementaire 2 ans plus tard. Moi, je leur dis, la colère, elle ne peut pas monter par les coulisses, par en dessous. Et donc, ce sera la faute de personne le soir du 2e tour. Ce sera la responsabilité des Français. Et moi, c'est pas un pari, c'est une confiance. C'est que je dis, les gens ne sont pas des idiots. Tout le système pense que les gens sont idiots. C'est ça la réalité. Quand les gens viennent vous voir, j'entends là, moi, depuis 10 jours sur les plateaux, plein de gens, quelle horreur, fallait pas faire ça, c'est le désordre. Le désordre, il est à l'Assemblée. Le désordre, il est quand dans un pays 50% votent aux extrêmes et que le président dirait on continue la même politique sans rien changer. Mais après, vous pensez que les gens sont fous et veulent ou le blocage ou les extrêmes? Si on explique calmement quels sont les projets, moi je crois pas. Mais il est d'élu, hein. Vraiment, son move, il est quand même incompréhensible. Hein. Ah oui, Gabriel Attal qui a expliqué le projet, ça va nous faire gagner. Les gens, ils ont des coups de colère et qui sont parfois justes. Ils ont des vies qui sont difficiles. Et est-ce qu'on a tout bien fait? Non. Et au bout de 7 ans, est-ce que les gens, ils n'ont pas envie de vous mettre un coup de pied aux fesses? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le 9? Ça. Mais je leur dis, ok, message reçu. Maintenant, le 30 juin, quel projet pour gouverner le pays vous voulez? Quel projet tient la route ou pas? Et moi, je leur dis, j'ai besoin d'une majorité d'action. J'ai besoin, pour que notre pays avance, que les femmes et les hommes qui croient dans des idées de progrès, de respect, qui ont de l'ambition pour le pays, puissent se mettre d'accord. Donc, c'est tout sauf le désordre. C'est parce qu'il y avait la chienlit, si je puis m'exprimer ainsi, que je devais dissoudre. Sinon, la colère serait sortie. Alors, sur quoi vous vous engagez si ça passe? Qu'est-ce qui va changer? Big time. Big time. Big time. Big time. D'abord, la méthode doit changer parce qu'on le voit très clairement. Et moi, je pense aussi que ce qui est en train de se passer, c'est que beaucoup de gens sont en train de voir qu'ils doivent travailler ensemble. Ah voilà. Moi, c'est qu'en 2022. Ruffin. Pardon. Je n'ai pas réussi vraiment à faire des coalitions de gouvernement. Parce que c'était juste après une présidentielle. C'était bloc contre bloc. Mais ma conviction, c'est que le jour d'après, j'espère que la majorité aura une majorité actuelle, mais elle devra travailler avec d'autres responsables politiques qui seront élus, qui viendront du centre, de la droite, de la gauche, et qui peuvent se retrouver dans une fédération d'action, si je puis dire, une vraie coalition pour la République. Coalition pour la République. Ça, c'est un changement profond. Tiens. Le macronisme change toujours de... Les gens, en fait, c'est le pari. Après, c'est son pari politique. Il a gagné 2 fois grâce à ça. Bon, notamment la première fois. Son pari politique, c'est bon. Au final, on s'en branle des partis. Il n'y a que des sociaux libéraux qui pensent la même chose. Et on les met ensemble. Et du coup, vas-y. Genre, vraiment, c'est ça. François Hollande. Hein. Voilà ce qu'on vous allez avoir. Qui va permettre de manière apaisée d'exprimer des différences et de trouver des compromis. Et quand on va apprendre, du coup, vous m'avez dit, c'est une semaine après, jeudi, c'est ça? Jeudi 11 juillet, quand vous allez voir la grosse tête de François Hollande en Premier ministre. Aïe. On va rigoler, hein. On va rigoler. On va bien rigoler. Le live, il va être... Ah ouais, hein. Ça va être un mi-dooming, mi-rigolo, je pense. Ensemble? C'est le mot-clé, j'ai l'impression qu'il revient pas mal depuis le début de cet échange. C'est le nom que vous avez choisi pour cette coalition. Et quand on lit, et ça, c'est parler d'analyse politique, moi je sais pas, je suis pas dans les petits papiers là-dessus, hein, mais partout on dit que vous devez... Alors quand on fait une dissolution, on doit consulter le président du Sénat, le président de l'Assemblée, la présidente et le Premier ministre. Exactement. Et puis on lit partout, en fait, que vous faites tout seul. Alors je reviens sur la fumée sans feu, voilà, c'est vrai, c'est pas vrai, vous étiez au début soi-disant jupitérien, et puis après donc je sais plus, vous faites tout seul. Le gars, non, on fait jamais tout seul. Culture politique. Mais après les décisions. Vous vous rendez compte qu'ils choisissent ce gars-là en intervieweur, hein, vraiment, c'est grave. Hein. Mais à côté, nous, on est des adversaires de Jean-Luc Mélenchon.
Après, en un sens, je suis un peu heureux de voir ça. Moi, je vous jure, ça me fait un peu du bien. Ça m'enlève mes doutes, on va dire. J'ai procédé aux consultations prévues par la Constitution, sur le même mode que mes prédécesseurs l'ont fait. Pardon, ça doit être la 10e dissolution de notre histoire républicaine. Mais la vérité, c'est que quand vous êtes dans la fonction présidentielle, vous avez d'abord des compagnons de route. Vous avez des élus avec lesquels vous êtes en contact, soit maire, député, sénateur. C'est bon, on a fait le tour.